Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à ce talk. J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de Buildpack, de qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Et donc, c'est absolument pas ça, qu'est-ce qui se passe, voilà. Vous êtes au bon endroit si vous êtes un développeur, une développeuse. Vous êtes au bon endroit si vous êtes un opérateur ou une opératrice. Et vous êtes surtout au bon endroit si vous faites souvent joujou avec un truc qui s'appelle Docker, des images de containers, etc. etc. Exécuter une application, en fait, c'est facile. On peut faire ça dans un container, on écrit un Dockerfile, on y met tout un tas de commandes, et puis hop, on envoie ça en prod. Et en fait, ben non, pas du tout. On ne fait jamais ça, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et donc, ben, moi, en fait, j'écris des mauvais Dockerfiles depuis 2015. J'ai eu l'occasion d'écrire des Dockerfiles comme ceux qu'on voit ici. Si vous êtes habitué à cette technologie, ben, vous savez tous que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, c'est souvent ce qu'on trouve quand on cherche un petit peu sur Internet, des tutos, des articles de blog, ce genre de trucs, on tombe sur ce genre de technologie, de mauvais Dockerfiles. Et donc l'idée, c'est qu'on va voir ensemble quels sont les problèmes liés à ça et quelles sont les alternatives. Je me présente, je m'appelle Julien Huitouk, je viens de Lille, tout en haut de la France, là. Alors pas tout en haut, mais bien haut. Quand je suis descendu du train hier, j'ai pris 5 degrés dans la tête, j'étais pas prêt. Alors moi, je suis freelance, je fais de l'architecture, du dev, de l'ops, du cloud, un peu de tout. Ma boîte s'appelle Code Caillot, c'est parce que je suis geek. Donc Caillot, pour ceux qui ont vu Dragon Ball, Maître Caillot, ça vous parle. Et puis Code, ben, comme ça, comme je fais de l'informatique. Voilà, je suis aussi associé dans une petite ESN à Lille qui s'appelle Equité, on est une petite quinzaine. On fait de la tech, de l'agile et de l'UX. Et j'enseigne à l'université de Lille, j'enseigne le développement Java, Spring Boot en Master 2. Je suis un jeune speaker, jeune de 35 ans. J'ai donné un talk l'année dernière au DFS de Lille, et puis je suis ici aujourd'hui avec vous pour Sunitech. Je suis très content d'être là. Et j'ai récemment aussi intégré le comité de review de Cloud Nord, petite conférence sur Lille autour du thème de cloud. Ok, donc on embarque tous ensemble pour ce petit talk qui va être bien sympa. On va tout d'abord parler des Dockerfiles. On va voir quelques Dockerfiles, voir comment ça fonctionne, et puis se poser des questions sur comment Docker construit une image, comment il utilise tout ça. Comment Docker construit une image, en fait? On écrit un Dockerfile, et basiquement, ce que va faire Docker, c'est qu'il va l'exécuter. Il va prendre chaque ligne du Dockerfile, l'exécuter. Il va faire ça dans des containers séparés. Docker, il utilise lui-même des containers pour créer les images. Et puis, à chaque étape, il va créer une espèce de snapshot du file system des containers, et puis il va stocker ça, et à la fin, ça nous donnera les layers de notre image Docker. Si on illustre ça avec un Dockerfile qu'on peut aller trouver sur Internet. Donc, moi, je fais beaucoup de Java, donc j'ai pris des exemples issus du monde du Java, notamment avec des choses qu'on peut retrouver autour de Spring Boot. Si on va sur le blog de Docker, on peut tomber sur ce Dockerfile. Donc ça, grosso modo, c'est l'équivalent d'un Hello World chez Docker pour exécuter une application Spring Boot. Donc, c'est un Dockerfile qui est très petit, hein, finalement. Et puis, on peut y voir qu'on a une image de base qui a été sélectionnée par les gens de Spring Boot et de Docker, donc une Eclipse Temurin, Java 17, pourquoi pas. Et puis, il y a le code de l'application qui est intégré à l'image. Donc, on copie les fichiers de code source, les fichiers de configuration, pom.xml, etc. Il y a une commande qui est exécutée avec run pour exécuter le téléchargement des dépendances. On insère le code source dans l'image Docker, et puis ensuite, on exécute au démarrage du container mvn Spring Boot 2.run. Alors ce Dockerfile, j'ai mis un petit emoji qui a un peu les walkers, parce qu'il a trop picolé hier. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Si vous faites du Java et du Maven, vous vous rendez compte que la commande là, qui est sur la ligne 11 de ce Dockerfile, elle fait la compilation de l'application, l'exécution des tests, et elle démarre l'application. Donc ça ne va pas en fait. Quand on veut démarrer un container, on veut que ça démarre vite,
et que les tests soient déjà exécutés ailleurs dans des pipelines d'intégration continue, ce genre de choses. Donc ce Dockerfile, il n'est pas incroyable, néanmoins, en fait, il marche. On peut aller voir chez Spring. Eux, ils ont aussi écrit un Dockerfile, ils ont un super article qui décrit la bonne façon de construire des images Docker, selon eux. Donc c'est un article qui est assez complet, et pour le coup, le Dockerfile est beaucoup plus gros. On peut le parcourir, on peut voir déjà qu'il est en 2 étapes. Donc dans Docker, il y a la mécanique de stage qui permet de dire je fais ma construction d'image en plusieurs étapes. Donc on a un stage de build et un stage de construction d'image de run. Au niveau du build, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu sur le Dockerfile précédent. Le code source et les fichiers sont ajoutés au sein de l'image. Et puis cette fois-ci, on fait un mvn install, donc ça fait la compilation. Ils ont mis le skip test pour ne pas exécuter les tests unitaires, parce qu'ils sont faits par ailleurs. Et puis donc ça produit un binaire, un fichier jar. Et puis après, il y a de la magie noire. Il y a des commandes qu'aucun développeur n'aurait pensé de lui-même à écrire quand il construit une image Docker. Donc il y a un truc qui fait du jar-xf, donc ça prend un fichier jar Java compilé, ça l'ouvre, ça met tout le contenu dans un répertoire, et tout ça, c'est utilisé à l'étape suivante. Dans le stage de run, il y a de la conf de sécurité, des users. Il y a tout un tas de copies on va aller chercher des choses dans le stage précédent pour aller créer des layers différentes. Et puis à la fin, on a un entry point java-classpath, machin. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce Dockerfile il est parfait parce qu'il a l'air compliqué, il a l'air abouti, mais est-ce qu'il est parfait vis-à-vis d'une application, vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis de toutes les contraintes qu'on pourrait y mettre? Et est-ce qu'on attend sérieusement d'un développeur Java d'écrire ce genre de choses? C'est une vraie question. Aujourd'hui, dans les mouvances DevOps, on a tendance à beaucoup reporter de choses sur le dev. Et donc, raisonnablement, est-ce qu'on peut concevoir qu'un développeur qui écrit une application Java, c'est son métier, écrive un Dockerfile comme on l'a vu juste avant? Je ne suis pas sûr, mais c'est une vraie question. Et en fait, c'est quoi le problème avec les Dockerfiles? Quelle est la complexité qui est associée à ça? Quand j'ai préparé ce talk, je suis tombé sur des tweets. Donc c'est hyper récent, hein, vous avez la date des tweets, ça date du 27 juin dernier. Donc autant dire, on est le 29, hein, donc il y a 2 jours. Je suis tombé sur ces tweets un peu au hasard d'un type qui s'appelle Darren Shepherd. Et il s'avère que ce monsieur, il a travaillé chez Rancher Labs. Vous connaissez probablement Rancher de nom, si vous faites du Kubernetes, ce genre de choses. Et c'est notamment la personne qui a créé leur produit K3S. Donc c'est quelqu'un qui sait raisonnablement comment on doit exécuter des containers. Et donc ce monsieur, il s'est dit, dans quelques tweets, il avait d'abord mis un premier tweet, je ne sais pas si je peux résister à la tentation de construire un meilleur Dockerfile. Donc ça, c'est le premier truc qu'il a mis. Il s'est dit, tiens, hop, j'y vais, je vais commencer quelque chose. Et quelques minutes après, il dit, oulala, j'ai plein de problèmes, j'ai des problèmes de cache. Les layers, ça ressemble trop à un truc qui date. Le multistage, c'est cool, mais en fait, finalement, c'est pas multistage dont on a besoin, c'est peut-être juste 2 stages, build, run. Le copy, ça sert à rien. Les layers, ça craint. De combien de layers on a besoin, personne ne sait. Donc voilà, c'est l'avis de quelqu'un qui bosse dans le sujet, et je trouvais ça intéressant. Parce que finalement, il met quelques mots sur des frustrations qu'on a au quotidien quand on écrit des Dockerfiles et quand on doit packager des applications. En fait, j'ai essayé de me poser la question, moi, ça veut dire quoi écrire un Dockerfile et quelles sont les décisions qu'on doit prendre? J'ai mis quelques points qui me venaient en tête, mais je n'ai pas tout mis forcément parce que c'est tellement vaste. En fait, quand on écrit un Dockerfile, on doit sélectionner une image de base, le runtime, les versions, etc. Il y a toujours des débats entre mon image de base, c'est de l'Ubuntu ou bien c'est de l'Alpine, parce que ça va être plus petit, etc. Quand on fait du Java, il y a un débat JDK, JRE. Les gens de la sécurité vont nous dire « Ah, moi je veux du distroless, comme ça réduit ma surface d'attaque ». Ce genre de choses. On a des questions à se poser sur l'optimisation des layers. Des fois, on revoit dans certaines images Docker une directive run avec 50 lignes derrière parce qu'on fait des apt install de plein de packages, et puis tout à la fin, dans le même run, il y a et apt cache clean pour supprimer le cache, supprimer les var lib, quelque chose. Donc on a tous vu des Dockerfiles comme ça, où l'optimisation de layers, c'était un peu compliqué.
On a toujours le problème du script de démarrage, où on se dit, ben, tiens, si jamais il y a un signal qui est envoyé à mon container, mon container doit s'arrêter proprement, et donc il faut capter les signaux, et donc des fois on a des scripts qui font ça. Alors, on a de la configuration à gérer avec des variables d'environnement, et on a de la sécurité. Il ne faut pas que le user soit root, il faut bien gérer les versions de package, de runtime, etc. Donc ça, c'est tous les problèmes qu'on a quand on doit écrire un Dockerfile. Et puis finalement, comment font les développeurs qui doivent écrire un Dockerfile? Moi, j'ai identifié 3 populations. Le pire des cas, c'est le développeur qui tape Dockerfile Spring Boot ou Dockerfile Node.js sur son moteur de recherche préféré, quel qu'il soit. Et puis, il tombe sur Stack Overflow, et donc il tombe sur un joli Dockerfile, il copie-colle. Ou bien, depuis quelques mois, il y a des développeurs qui demandent des Dockerfiles à ChatGPT. Et ChatGPT, il donne le Dockerfile probablement un mix d'un Dockerfile de Stack Overflow et puis d'articles de blog qu'il a compilés par ailleurs. Ou bien on tombe sur un tuto random de quelqu'un qui a écrit un Dockerfile et puis on tombe sur un Medium avec un Dockerfile et on copie-colle ça. On a aussi parfois le niveau un petit peu intermédiaire où le développeur il sait un petit peu faire de Docker, il n'est pas naïf et puis il va aller chercher un Dockerfile sur une source qu'on peut juger intéressante et légitime, donc un article de blog de Spring Boot par exemple, c'est une bonne base. Ou chez Node.js aussi, ils donnent des recommandations sur l'écriture des Dockerfiles. Et puis c'est aussi valable pour les autres langages. Et puis mieux, mais ça arrive jamais, le développeur qui est expert Docker et l'Ops qui est disponible pour l'aider à écrire son Dockerfile. Et on fait ça ensemble comme DevOps nous le propose. Mais ça, en pratique, ça arrive quand même assez rarement. Et puis en entreprise, c'est encore pire. Parce que ce que je vous raconte là, ça marche pour des petits projets, pour des projets unitaires. En entreprise, ce qui se passe, c'est quand on a une centaine de projets qui doivent avoir à peu près tous la même tête et que chaque projet a son Dockerfile, c'est l'enfer. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une faille de sécu ou une nouvelle directive? Les gens de la sécurité nous disent « Ah, il faudrait rajouter une directive user avec un user ID précis et un groupe ID précis. » Et donc, il faut modifier 150 Dockerfiles dans 150 repos Git différents. Et donc, on envoie des change requests à tous les développeurs. Et puis, on espère qu'ils vont merger leurs trucs et reproduire une nouvelle image pour qu'on puisse ensuite la déployer en production. Ça, c'est l'enfer. Au niveau des images Docker, on va voir un petit peu là, ensemble, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est en fait une image Docker? Parce qu'on parle de container, d'image. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, une image Docker, en fait, il ne faut plus trop utiliser le nom Docker. Il y a un truc qui s'appelle OCI. OCI, c'est l'Open Container Initiative. C'est un projet qui est incubé par la CNCF, la Cognitive Computing Foundation. Donc les images OCI, c'est issu de Docker. Docker a créé le format d'image et ensuite a reversé à la communauté open source le format. Donc c'est une norme qui est admise par tous et qui peut être implémentée par différents produits. Docker l'implémente, mais après il y a des runtimes qui implémentent aussi l'exécution d'images OCI, containerd, etc. Donc ça, c'est le format qui existe depuis 2015 et qui est normalisé. C'est hyper intéressant pour préparer ce talk que j'ai dû plonger dans la spec des images OCI pour bien comprendre comment ça marchait. C'est dispo sur GitHub, c'est au format Markdown. C'est compliqué à lire. Si vous avez déjà lu des RFC, ce genre de choses, c'est le même format. Mais bon, ça reste hyper intéressant parce qu'on comprend finalement toutes les mécaniques derrière et pourquoi ça marche bien. Ce qu'on voit souvent quand on imagine des images Docker, on a tous une vision mentale de layer. On voit des couches de file system. Donc là, j'ai mis un tout petit exemple, juste pour illustrer là ensemble, avec 3 petites layers. Une application qui aurait une image Docker qui aurait une layer très basse, qui contiendrait l'équivalent d'une distribution Linux, Ubuntu par exemple. Et puis juste au-dessus, une layer runtime avec un JDK, donc Java pour faire tourner notre application, et puis encore juste au-dessus, une layer avec notre application. Donc ça, grosso modo, c'est l'image mentale qu'on a tous quand on pense à des images Docker. Des layers, et puis souvent on a ces 3 grandes couches, distribution, runtime, et notre code, notre application. Et en vrai, une image Docker,
c'est du JSON et des fichiers tar GZ. Ça, c'est ce que notre machine comprend. On appelle ça un manifeste. Voilà. Ça, c'est un manifeste d'image Docker, c'est à cette tronche-là. En fait, si vous appelez les API des registries Docker, c'est le JSON qui vous est rendu quand vous faites vos appels. Et si on creuse un petit peu là-dedans, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un bloc layers qui nous dit quelles sont les différentes couches de notre image. On voit qu'on a un lien sur du tar gzip. Ici, on a un type de média tar gzip. Et puis, on a un digest SHA-256 qui est imbitable. Ça, c'est des choses qu'on voit quand on fait des Docker pools. On voit passer comme ça des digests qui correspondent à nos différentes couches. Donc voilà, c'est matérialisé comme ça dans un fichier JSON. Et puis, un petit peu plus bas, on a aussi un bloc de configuration. Et cette fois-ci, on nous dit que le type, c'est aussi du JSON. Et puis, ce bloc de conf, il a aussi un digest. Donc en fait, dans une image OCI, on a à la fois des liens vers des tar GZ qui vont représenter le file system et un lien vers un fichier de configuration. Donc la configuration, elle fait bien partie de l'image OCI, et puis elle va nous dire quelle est l'architecture de notre image de container. Donc l'architecture au sens CPU, pour quel type d'architecture CPU notre image a été compilée. Des variables d'environnement, les users, des labels, donc tout un tas de métadonnées, quelles sont les commandes qui vont être exécutées au démarrage, les ports, etc. Donc une configuration, ça ressemble à ça. Encore une fois, c'est un JSON. Donc là, j'ai pris la configuration d'une image de base, entre guillemets, une image d'un JDK qui est fourni par Eclipse. Et donc dans cette configuration, on a l'architecture. Donc là, l'image que j'ai récupérée sur mon poste, moi j'ai un processeur Intel, et donc je suis sur une architecture AMD 64. Et puis on peut voir après, un petit peu plus bas, on a des variables d'environnement qui sont chargées dans l'image. Donc là, on a des variables d'environnement qui sont propres à Java. Et puis on a aussi un pass. Si jamais on ouvre des shells dans notre image, on va pouvoir utiliser un pass. On a un user qui est défini. En fait, non, là, il n'est pas défini. Quand on voit ça, on sait que l'user, à l'intérieur de cette image Docker, c'est root. Donc ça, c'est typiquement ce que ne veulent pas nos amis de la sécurité. On retrouve des labels avec des métadonnées intéressantes. Quand on voit Eclipse Temurin 17.07 7JDK, on ne sait pas en fait quelle est l'image en dessous. Mais en fait, les gens qui produisent cette image ont eu la bonne idée de venir mettre des labels dans leur image pour dire « nous, on est parti de cette image-là ». Donc on sait que la base de cette image-là, c'est une Ubuntu 22. Donc on peut du coup supposer des choses autour de ça. Et puis, quelle est la commande qui est exécutée au démarrage. Donc voilà, ça c'est ce qu'on retrouve dans la config d'une image OCI. Quand j'ai préparé ce talk, je me suis dit, punaise, heureusement qu'ils n'ont pas choisi YAML pour le format. On n'en peut plus tous là de manipuler du YAML en permanence. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que là, ce que je vous ai montré, c'est des choses qu'on peut voir rapidement en faisant quelques commandes Docker. C'est là où l'effet démo va se présenter. Donc, je vais déplacer ma petite souris là et je vais cliquer sur ce truc. Et c'est non, c'est l'effet démo, c'est parce que j'ai pas dû câbler le bouton. Ah si, ça marche. Donc, quand on fait un Docker Image Inspect, on passe un nom d'image, et puis après, je mets ça dans un petit outil pour formater le texte. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a du JSON et on retrouve les éléments que je vous ai montrés tout à l'heure. On retrouve la config. Alors, la config, elle est présente en deux endroits, donc on va plutôt regarder cette partie-là. On trouve la configuration avec les variables d'environnement, l'user, etc. Et puis, si on descend un petit peu, Docker, lui, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il va nous donner un petit peu plus bas les layers ici. Et donc, on retrouve les fameux digest SHA-256 qui correspondent aux différentes layers de notre application. Youpla. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des outils qui nous permettent d'aller explorer les images Docker. Donc là, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Dive. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé. C'est un outil qui est assez chouette. Ça marche pas mes clics là? Si. Ah bah non, mais si je quitte pas mon truc avant de cliquer. Ok, Dive, Eclipse Temurin. Ça c'est l'effet démo et c'est l'effet double écran. Veuillez ne pas quitter.
Hop, on y va, on y est. Middle click, entrée. Alors Dive, c'est un outil en ligne de commande. Ah, wow. Oh la vache. Il est intéressant parce qu'il permet d'explorer une image Docker. Sur la partie gauche, on voit les différentes layers avec les commandes qui ont été exécutées pour produire ces layers. Et sur la partie droite, on voit le file system de la layer. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur Dive, on navigue avec Tab. Je fais CTRL-U pour juste afficher les différences. Et donc vous voyez ici, j'ai l'info from, quelle est l'image de base qui a été utilisée pour construire mon image Docker. Ensuite, on voit qu'il y a un apt get update qui a été exécuté, donc encore une fois, probablement une directive run qui était très très grande et qui est venue impacter le file system en rajoutant tout un tas de choses dans le file system, donc des choses en /etc, usr, var, etc. D'autre côté, on a une layer de 300 mégas, donc vous voyez, on a les tailles aussi. Hein. On a une layer de 330 mégaoctets qui va correspondre à notre machine virtuelle Java, tout simplement. Et donc là, on voit que cette machine virtuelle a été créée dans OPT, Java, OpenJDK. Et puis après, on a un petit fichier qui a été posé, tout simplement, la JVM elle a été démarrée automatiquement à la construction de l'image pour vérifier qu'elle démarrait bien. Donc ça, c'est assez cool. Donc cet outil Dive, il est assez pratique, compliqué à utiliser, il fait un peu peur. Par contre, c'est en dark mode, donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est pratique pour aller explorer un peu les images, et puis on le reverra tout à l'heure dans d'autres exemples. Donc une image au CI, on peut dire image Docker, tout le monde comprend, mais une image au CI qui est la norme derrière, c'est des fichiers targz en fait. C'est du file system qui est un peu mergé. Chaque fichier, il aura un digest SHA-256, et puis il y a de la conf, et tout ça, c'est au format JSON. La question qu'on peut se poser, c'est et si on pouvait générer tout ça, pas utiliser un Dockerfile et pas faire Docker image build, mais générer ces fichiers pour produire des JSON et ensuite les enregistrer dans un registry, ça nous permettrait de créer des images sans avoir besoin de Dockerfile. Si on va plus loin et qu'on réfléchit, ça veut dire que pour modifier une image Docker, il suffit de changer un bout de JSON et de repousser le JSON à un registry. D'accord ? On pourrait simplement modifier des images Docker en modifiant le manifeste d'une image et pouvoir créer des nouvelles images, modifier des layers, des trucs comme ça. On va rentrer dans le cœur du sujet après cette longue introduction. Et on va parler des build packs, on va voir comment ça fonctionne et comment on teste ça. Je bois un petit coup d'eau parce que j'ai soif. Ok, donc les build packs, il y a un site web qui est bien foutu qui s'appelle buildpacks.io où ils expliquent quel est le principe, comment ça fonctionne. On va reparler là tout de suite. Le principe des build packs, c'est de prendre du code source et de transformer ça en image au CI sans avoir de Dockerfile au milieu. Il y a une moulinette. Le concept a été créé par Heroku. Pour leurs propres besoins, en fait, quand ils ont créé leur plateforme as a service, Heroku, ils ont créé le concept de build pack parce qu'ils avaient besoin de quelque chose multilangage, etc. Donc ils ont créé le truc. Ça a été repris en partie avec Pivotal et ça a été délégué, initié au sein de la CNCF autour d'un projet qui s'appelle CNB, les Cloud Native Build Pack, en 2018. Donc ça fait partie du CNCF Landscape que vous avez déjà tous vu. C'est dans les projets qui sont incubating, donc c'est pas graduated comme Kubernetes, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qu'on peut utiliser et qui marche bien. Comment ça fonctionne si on rentre un petit peu dans le détail? La moulinette qui va prendre le code source et le transformer en image, on va appeler ça un builder. Un builder va contenir des build packs et des scripts pour pouvoir faire son travail. Et à la fin, on va récupérer une image au CI qui va avoir des layers, et puis comme on peut l'imaginer classiquement. Le builder, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être fourni sous la forme d'une image au CI. Donc on va pouvoir exécuter des build packs dans des containers. Et puis chaque petit build pack, lui, va implémenter une logique de construction pour un langage ou un runtime. Donc même si le projet s'appelle build packs, le cœur du truc, c'est le builder
c'est lui qui fait la construction, et les build packs, c'est les petits composants qui sont à l'intérieur et qui vont contribuer à une ou plusieurs layers dans la construction d'une image OCI. Dans un build pack, on va avoir plusieurs binaires. Deux principalement. Il y a un binaire qui va faire de la détection. Le build pack, il va regarder le code source et il va dire « Ah, j'ai trouvé un fichier package.json, et donc ce projet, c'est vraisemblablement du Node.js. Et donc, si moi je suis le build pack Node.js, le code source va m'intéresser et je vais m'activer. Si le build pack Node.js ne trouve pas de fichier package.json, il va dire « Ok, ce code source, il n'est pas pour moi et je ne vais rien en faire. » Ça marche pareil pour tous les langages. Hein. Si on fait du Java, on va aller chercher des fichiers pom.xml. Si on fait du Python, on va aller chercher des requirements.txt où on va regarder s'il y a des fichiers .py dans le code source. Donc il y a une phase de détection, et puis après il y a une phase de construction où le build pack va créer une ou plusieurs layers, contribuer à une ou plusieurs layers. Et tous les build packs, en fait, c'est le builder qui va se charger d'orchestrer tout ça. Donc il va dire, voilà, j'ai mis le code source dans un répertoire précis. Je vais poser la question à chaque build pack, est-ce que toi tu détectes quelque chose qui t'intéresse? Les build packs disent oui ou non. Tous les build packs qui ont dit oui, on va leur faire exécuter leur phase de build. Chaque build pack va créer sa petite layer. Et puis à la fin, on aura plein de layers dans un répertoire et on va pouvoir créer une image avec tout ça. Je vous l'illustre avec un petit schéma, s'il veut bien apparaître. Hop. Donc là, on est dans un builder et on a plusieurs répertoires. On a 3 étapes pour simplifier. Une étape de détection, une étape de build, une étape d'export. À l'étape, on a à côté dans le builder des build packs avec plusieurs implémentations. Donc j'ai mis en exemple du Node, du Go, du Java. Et puis dans le builder, on va mettre à dispo le code source de l'application qu'on va vouloir prendre en charge. Donc j'ai mis un exemple d'une application Java, parce que Java c'est cool. Première étape, on va faire la détection. Donc le builder va demander à chaque build pack, est-ce que toi ce code source il te parle et est-ce que tu vas en faire quelque chose? Et donc là, grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Le build pack Node.js, il va aller chercher un fichier package.json, il ne va pas le trouver, il va dire non. Le build pack Golang, il va aller chercher un go.mod peut-être ou quelque chose comme ça, et il va dire non, je n'ai pas trouvé, et donc c'est pas pour moi. Et le build pack Java, il va dire wow, j'ai trouvé un pom.xml, c'est trop cool, on va faire du Java, et je vais servir à quelque chose. Et donc, lui, il va être mis à contribution à l'étape suivante, lors de la construction. Le build pack Java, c'est le build qui va s'exécuter. Donc les autres seront ignorés. Et donc lui, il aura pour mission de prendre le code source et de construire les layers qui vont bien. Donc, raisonnablement, un build pack Java, ça va souvent construire 2 layers. Une layer qui va contenir un JRE ou un JDK, donc le runtime, et puis une layer avec le code source qui aura été compilé. Grosso modo, c'est ce qu'on va retrouver. Et puis une fois qu'on a ça, donc on a des layers qui sont dans un répertoire, et après, il y a un truc qui s'appelle l'exporteur, qui lui va produire l'image OCI à partir des layers qui sont des répertoires avec un file system. Donc lui, il va faire le calcul des digest SHA-256 pour chaque layer. Il va en faire un tar.gz, il va stocker ça dans un coin, il va pousser dans un registry, il va produire le manifeste de notre image avec les liens vers toutes les layers, et puis pousser ça au registry. Et donc à la fin, on a une image OCI qui fonctionne. Donc ça, grosso modo, c'est comment fonctionne un builder. Le builder, en plus de ça, il peut gérer du cache pour aller gérer pour chaque build pack un répertoire de cache qui va bien en fonction de la techno. Chaque build pack va dire moi, je gère mon cache dans un répertoire qui s'appelle Node Modules ou quelque chose comme ça. Les layers, elles pourront être reproductibles, ça c'est hyper cool, on en parlera après. Et le builder, il ne s'exécute pas en route. Ça c'est hyper important. Vous savez que votre démon Docker sur votre machine, il est root. Et donc quand vous faites un Docker build, c'est un process qui tourne en route, qui fait la construction. Et là en fait, le builder, il ne fait pas ça. Et le builder, c'est aussi une image OCI, et donc ce qui est rigolo, c'est qu'on peut aller l'explorer et puis faire des choses avec. En termes d'outils, comment ça s'utilise? Ça s'utilise avec un CLI qui s'appelle Pack, qui est fourni par le projet, qui s'installe en quelques lignes de commande. Il y a plusieurs moyens d'installation, vous pouvez retrouver tout ça sur leur site web. Et puis, on va utiliser, donc il y a toujours les premiers secours, vous savez, -help, --help, pour avoir les infos. Ouh là là, comment j'utilise mon CLI. En fait, nous, quand on va construire des images, on va utiliser pack build, on va donner le nom de l'image qu'on va vouloir sortir.
Et puis on va donner quel est le builder qu'on va souhaiter utiliser. Le choix du builder, on peut s'appuyer sur des builders de la communauté. Donc il y a un projet qui s'appelle Paketo, qui est porté par Cloud Foundry. Donc derrière, c'était VMware et Pivotal. Les builders Paketo, donc c'est grosso modo le standard et ce qui est le plus complet et ce qui est le plus majoritairement utilisé. On peut aller voir, je vais exécuter ma petite commande, alors je ne vais pas le faire pour tous, mais hop là. En fait, on peut faire un Docker Container Run du builder et puis faire un ls dedans pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'image. Là, je n'ai pas envie d'ouvrir un shell et de naviguer dedans, j'ai juste mis un ls. Et puis, en fait, dans le builder, il y a des build packs qui sont déjà intégrés. Et donc, si j'exécute ça, en fait, dans le builder Paketo, il y a tous ces build packs qui sont disponibles et qui permettent de construire des images. Et donc, on voit tout un tas de choses, mais vous voyez tout en haut, là, il y a du Datadog et tout. Ça veut dire qu'en fait, si dans vos projets, vous utilisez des APM, c'est potentiellement géré. Il y a du .NET, il y a du Go, il y a du Java, donc il y a un peu tout, on voit du Python. Je pense quand même que je dois pouvoir scroller un petit peu, là, il doit y avoir des choses encore haut. Plop, 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 plop. Il y a du Node, il y a du Nginx. Donc, grosso modo, ça, c'est tout ce qui est disponible par défaut. Donc, il y a de grandes chances que vous preniez un code source, quel qu'il soit, vous demandez à un builder Paketo de construire une image, il y a de grandes chances que ça marche directement sans que vous ayez rien à faire. On sort de ça, hop. Donc ça, c'est grosso modo le builder le plus utilisé. Il vient en deux versions, une version base et une version tiny. La version base, elle va produire des images OCI qui vont s'appuyer sur une layer de distribution un peu grosse, type Ubuntu. La version tiny, elle va faire du distroless. Donc si jamais c'est une contrainte, ils ont déjà pris en compte ce genre de choses. Il y a d'autres builders qui existent aussi. Heroku, ils mettent à dispo leur builder. Et puis Google aussi. Google a écrit un certain nombre de builders qu'on peut aller utiliser. Et puis pareil, ils implémentent tout un tas de langages. C'est le moment d'une démo. On va recliquer ici. Donc là, l'idée, c'est que sur ma machine, j'ai du code source Spring Boot pour l'application Pets Clinic. Donc c'est une petite application jouée. On ne va pas la démarrer, mais c'est juste histoire de voir le processus de construction d'image. Donc on va construire cette image. On va construire une image qui va s'appeler Pet Clinic 2.demo avec l'outil pack. Donc on fait un pack build et puis on va utiliser le build pack principal de Paketo. Comme ça, on va pouvoir voir ce qui se passe et puis jouer. Donc ça fait sa petite magie. Hop. Ça peut prendre quelques minutes. C'est déjà parti. Je laisse un peu dérouler, je bois un coup, et puis ensuite je vous explique les différentes étapes. On reverra tous les éléments que je vous ai montrés tout à l'heure. On voit quand même que ça va assez vite. Pourquoi j'ai triché? Parce que j'ai du cache. Alors, on va remonter. J'ai triché, mais j'ai le droit. Hein. C'est du cache, c'est normal, ça s'utilise. Et puis après tout, c'est moi le speaker, donc je fais ce que je veux. OK? Alors, si on remonte à la ligne de commande, on voit, vous voyez cette partie-là, analyzing, il restaure des trucs, et puis après detecting, et il nous dit, j'ai 10 build packs qui vont participer à la construction de l'image. Donc grosso modo, là, le builder, ce qu'il a fait, il a dit à chaque build pack, est-ce que toi, tu es intéressé par le code source dans lequel on est? Et puis les build packs ont dit, oui, moi je suis intéressé. Et donc, il y a tout un tas de build packs qui ont dit oui. Donc, il y a un build pack là qui est CA Certificates, qui va poser des certificats dans les images qui seront construites. Celui-là, il dit tout le temps oui. C'est bien d'avoir des certificats pour pouvoir faire des requêtes en HTTPS. Il y a un build pack Bellsoft Liberica, ça c'est une JVM. C'est un type de JVM. Beaucoup utilisé aux États-Unis. Et donc, c'est lui qui a répondu par défaut parce que je n'ai pas donné de paramètres. SIFT, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un truc qui est lié au Software Bill of Materials. On en parlera après. Et puis après, on a des trucs autour de Java. Là. Il y a le build pack Maven qui a dit oui, parce qu'il y a un fichier pom.xml. Il y en a d'autres qui ont dit oui aussi. Et puis un build pack Spring Boot qui a dit moi, j'ai l'impression qu'on est dans une application Spring Boot, et donc on va faire des trucs. Donc ça, c'est la phase de détection. Et donc tous les autres build packs, Go, Node et tout, ils n'ont rien dit.
On a une phase de restauration avec les différents caches qui ont été chargés, et puis après on a la construction de notre image, blablabla, ça a mouliné, on reconnaît tous Maven ici, hein, blablabla, et à la fin, on nous dit, on fait l'export, et donc on crée des layers, tac, 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 on voit qu'il y en a plusieurs, hein, et puis à la fin, on a une image pet clinic démo qui a été créée, et puis si je fais un Docker image ls, j'ai ma pet clinic démo qui est ici, et qui a été construite il y a 43 ans. C'est rigolo, hein. Ça, j'en parle après. Hop, on quitte ce truc-là. On ne va pas parcourir les différentes layers, c'est pas hyper intéressant. Inspecter l'image non plus. Je vais skipper cette partie-là. Donc l'image qui a été produite, en fait, si vous voyez sur la gauche là, si vous vous souvenez du Dockerfile qu'on a vu, du Dockerfile préconisé par Spring Boot, qui était immense et tout, ben, en fait, l'image qui est produite, elle respecte les préconisations de Spring Boot. Pourquoi? Ben parce que les mecs de Spring ont contribué au build pack et donc ils ont implémenté, eux, la bonne façon de faire des layers. Donc, en fait, les bonnes pratiques, leurs bonnes pratiques, on les a directement. J'ai rien fait, hein, j'ai juste exécuté une commande pack. Alors, je ne vous ai pas montré, mais je n'ai pas de fichier configuration dans mon code, j'ai juste du code source. Et donc, j'ai une image Docker qui est construite proprement. Et bizarrement, il se trouve qu'elle est plus petite que l'image Docker qu'on construit avec le Dockerfile de Spring Boot. C'est bizarre. Donc ici, je suis dans le code source. Ah, j'ai un fichier 1. C'est rigolo, ce fichier. Il reste. Je ne sais pas ce que tu es, fichier 1. C'est un fichier L? Non, c'est un fichier 1. Si on regarde le Dockerfile, bloop, hop, le Dockerfile, moi j'ai repris ici le Dockerfile de Spring Boot qu'on avait vu tout à l'heure, hein, et si on fait Docker image ls, j'avais construit ici, je l'ai fait hier soir, hein, j'ai construit une image de 409 mégas à partir de ce Dockerfile-là, et le build pack m'a construit une image de 315 mégas. C'est assez rigolo. Donc finalement, c'est plus léger. Si on fait l'exercice sur une image Node, on ne va pas le faire en démo, mais grosso modo, ça nous sort une image qui a cette tête-là, avec le runtime, des Node modules, et puis notre application. Donc ça respecte des bonnes pratiques de layering qu'on voit à droite à gauche. Qui utilise les build packs en production? Est-ce que c'est mature? Ça, c'est une question qu'on m'a posée auparavant. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là que tu me racontes? C'est magique. Qui utilise ça? En fait, il se trouve que le plus gros utilisateur des build packs, c'est Google, pour tous les produits serverless. Tous les produits où vous, développeurs, développeuses, vous poussez du code, et puis à la fin, il y a un container qui s'exécute quelque part. Mais en fait, Google exécute des build packs pour transformer votre code source en container, et puis pouvoir l'exécuter derrière. Donc derrière App Engine, Cloud Run et Cloud Functions, il y a les build packs. Côté Azure, il l'utilise aussi dans le service qui s'appelle Container Apps. Dans GitLab, il y a un truc qui est hyper cool, qui s'appelle AutoDevOps. Donc vous créez un repo GitLab, vous activez AutoDevOps, vous faites rien, et ça produit des images de containers, et ça les déploie sur des clusters Kubernetes qui sont enregistrés dans le serveur GitLab. Mais en fait, ça utilise aussi les build packs. Si vous faites du serverless en mode agnostique de votre provider de cloud avec du Knative, Knative utilise aussi les build packs pour construire les images. Si vous faites du serverless sur du démon Docker avec un truc qui s'appelle Doku, ça utilise aussi ça. Spring Boot, ils l'ont implémenté aussi dans une tâche Maven, Spring Boot MVN Spring Boot .buildImage. Ben, ça utilise aussi des build packs. Et j'ai aussi découvert un truc qui s'appelle Riff de Netlify, qui fait des fonctions, et ça utilise aussi les build packs. Quels sont les avantages de tout ça? Le premier avantage que j'y vois, moi, j'ai plus besoin d'écrire de Dockerfile et de le maintenir. Et donc, moi, en tant que développeur, ça me facilite la vie. Il y a une gestion de cache. Vous ne l'avez pas forcément vu, je ne l'ai pas forcément illustré. Mais grosso modo, les layers Docker sont réutilisés. Ma compilation Maven, vous avez vu que ça prend, elle n'a pas pris longtemps. Vous savez, Maven, c'est comme Node, etc. Ça aspire Internet quand vous faites une compilation. J'avais fait l'aspiration d'Internet ce matin avant de venir. J'avais téléchargé Internet sur ma machine. Et quand j'ai refait ma compilation tout à l'heure, ça a été vite. Et c'est modulable, il y a des langages implémentés, et puis on peut rajouter nos propres langages si jamais. Il y a un autre truc qui est hyper cool. Vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure quand je vous ai montré des layers. Là, il y avait un truc qui s'appelait SBOM. En fait, les build packs, chaque build pack doit contribuer à un software bill of material. Donc quand le build pack va installer des paquets,
stocker des fichiers .jar, des choses comme ça, il va enregistrer un bout de software bill of material. Et donc à la fin, tous les software bill of material de tous les build packs, ils vont se retrouver dans une layer unique avec tout un tas de fichiers JSON que votre RSSI préféré ou votre RSO, ou en tout cas les mecs de la sécu, ils vont pouvoir récupérer ce truc-là, le stocker quelque part, et donc on sait exactement dans l'image qu'est-ce qu'il y a. Ce qui va nous aider lors de la prochaine faille Log4j qui arrivera bientôt sur vos écrans. On a tous vécu ça. Hein. Ouh là là, Log4j, la version 2. Machin, elle est toute pourrie. Où est-ce que ça se trouve dans nos containers? Et personne ne sait. Et donc, on a tout reconstruit sans savoir. Là, on peut savoir. En fait, on a de la visibilité. Il y a aussi un concept qui est intéressant, c'est la reproductibilité des builds. Donc, le principe de la reproductibilité des builds, c'est de dire qu'à partir du même code source, on produit la même image, strictement la même image, à l'octet près. D'accord ? C'est vraiment le même truc. Ça veut dire qu'on a le même digest SHA-256 sur toutes les layers. Le truc rigolo, on a vu tout à l'heure que mon image, elle avait 43 ans. Ben non, en fait, elle venait d'être créée, elle a 43 ans, parce que pour avoir des builds reproductibles, le truc qui change un tout petit peu quand vous faites un git clone sur 2 machines différentes, c'est le timestamp des fichiers. Parce que les fichiers ils sont déposés sur le file system à des dates différentes. Et donc, quand vous allez faire des Docker builds, ça va produire des layers différentes parce que les timestamps de vos fichiers sont différents. Ben là, en fait, ce que font les build packs, ils mettent tous les timestamps à 0. Et donc 0, ça correspond à 1er janvier 1980. Donc, ce qui fait que nos images Docker, nos images OCI, on a l'impression qu'elles ont 43 ans. La conséquence de ça, c'est que le même code source, buildé sur 2 machines différentes ou sur 2 pipelines différents, le même code source va produire exactement la même image. Et donc, on va économiser de la place, ne pas venir stocker des nouvelles layers si le code n'a pas changé. Donc ça, c'est hyper cool. J'en fais une démo de ce truc-là au niveau de la reproductibilité des builds. J'ai construit, donc on a vu ensemble, tout à l'heure on a construit une image OCI. J'ai fait ça hier, je crois, j'avais construit une image avec le même code depuis une autre machine et j'avais poussé sur un registry. Et là je pull l'image, donc c'est l'effet démo, ça va forcément pas marcher. Alors je pull l'image. Alors j'aurais dû voir des trucs apparaître, mais effectivement, oui, c'est parce que en fait j'ai rien à pouler. J'ai poulé une image qui était déjà présente sur mon poste. Je peux le refaire ici si je fais un docker image rm de ce truc-là, clac. Ah bah oui non, c'est pas ça qu'il faut faire, Julien. C'est rg nanana clac pet clinic paqueto base clac et puis si je refais le pull. C'est la même image qui a le même digest que celui qu'on a construit tout à l'heure. Et donc ça, c'est... où est-ce qu'il est? Le pet clinic Dockerfile, pet clinic démo, ouais. Donc vous voyez ici, l'image que j'ai construite en live, hein, elle a la même signature que l'image que j'avais construite hier et que j'avais pushée sur le registry. Quittons cet écran. Donc le même digest, je ne vous fais pas la démo, mais les layers en dessous sont les mêmes. Et donc... finalement, ça nous donne un truc assez intéressant. C'est qu'on a souvent le phénomène où il y a un pipeline de CI qui s'est exécuté, puis on relance le pipeline pour produire une image, mais en fait, on va reproduire la même. Voilà, on ne va pas utiliser plus de place. Et il y a un cas d'usage du coup rigolo, hein, c'est qu'on peut construire des images sur le poste du développeur avec de la ligne de commande, et ça donnera exactement le même résultat que si on l'avait exécuté sur une intégration continue. On ne dépend plus de la configuration du poste du développeur. Ça veut dire qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Alors, ce n'est pas une bonne pratique, hein, construire des images depuis le poste du développeur, mais ça veut dire que là, en fait, ce n'était pas une bonne pratique parce qu'on dépendait de la config du développeur, et là, ce n'est plus le cas. Il y a une autre feature qui est cool, c'est le rebase d'image. Vous faites du Git, rebase, ça vous parle, et bien en fait, c'est bien ce que vous imaginez. D'accord ? Quand on passe à rebase d'image, on dit « Ah, j'ai des layers, et puis je voudrais mettre ces layers sur une nouvelle image, plus propre, plus nouvelle. » C'est possible. La petite illustration, je ne vous le fais pas en démo parce que c'est un petit peu compliqué, et puis là, on est juste niveau timing. Mais l'idée, c'est que vous vous souvenez des manifestes, c'est du JSON avec des fichiers, des références à des fichiers targz avec des SHA-256 qui sont calculés, etc. Et si on voit une image comme ça, il suffit de dire qu'un bloc de JSON, on le change pour un autre, et on repousse ce truc-là. Et donc, on a produit une nouvelle image qui a des layers différentes, sans avoir rien rebuildé. Ok, moi ça fait ça dans ma tête. Alors c'est hyper cool.
Ça s'utilise avec une ligne de commande, donc c'est outillé dans le CLI pack avec une sous-commande rebase. Il faut donner une nouvelle image en dessous. Ça se fait bien au niveau du manifeste des layers. Donc on ne builde pas, on pousse juste un nouveau manifeste dans un registry et on a une nouvelle image. La plupart des builders ne font ça que sur la couche tout en bas, la couche distrib. Donc ce n'est pas hyper bien outillé. Néanmoins, ça reste intéressant pour venir mettre à jour tous les paquets des images les plus basses et de patcher rapidement des images. Et donc ça, c'est très cool. Il est possible de créer son propre builder. C'est un process qui est un peu compliqué. Néanmoins, ça va permettre de choisir l'image de base. Tout à l'heure, je vous ai dit, Paketo, ils font de l'Ubuntu ou du distroless. Si vous voulez autre chose que de l'Ubuntu, il faut créer son propre builder ou bien aller venir configurer des choses. Néanmoins, quand on crée un builder, c'est modulable. On va pouvoir réutiliser des build packs qui sont à droite à gauche et puis agencer un nouveau builder. On peut aussi créer un builder si on fait dans l'entreprise, si on fait que du Java et du Node et on n'a pas besoin des build packs qui correspondent à .NET, à Golang, etc. Et on peut créer son propre builder en enlevant les build packs qui sont en trop. Implémenter les langages manquants, etc. Quelques takeaways en conclusion de ce talk. Les build packs, c'est cool. Voilà. Moi, j'ai découvert ça en veille techno. J'ai tellement apprécié le produit que je me suis dit, hey, je vais en faire un talk. Et on est là tous ensemble pour le découvrir. C'est cool, ça permet de supporter grosso modo tous les langages de programmation. C'est utilisé par les géants du cloud, donc il y a un vrai intérêt sur la partie plateforme as a service. Nos copains de la sécurité, ils sont contents parce que ça génère des software bill of materials, le truc qu'ils n'arrivent jamais à avoir. Ils ne savent pas ce qui tourne en production, et donc là, on peut leur donner directement. Il y a une gestion du cache qui est pratique. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de configurer le cache de Docker Image Build, c'est l'enfer. Là, ça marche. Sur mon poste, là, ça a marché parce que j'avais un cache local. Ça se configure juste avec une petite option sur le CLI pack. Je ne l'ai pas illustré, mais c'est très bien expliqué dans la doc. C'est facile d'utilisation et ça implémente surtout tout de suite les bonnes pratiques. On n'a pas besoin de se poser de questions. On est développeur, on veut faire un petit projet, on utilise un build pack, ça nous produit notre image et puis on peut l'envoyer en production. Les builds sont reproductibles. On peut faire des rebase d'images, ça, c'est incroyable. Mais néanmoins, il y a des trucs qui sont quand même pas fous. Créer son propre builder, c'est compliqué. C'est du taf. C'est quasiment le taf d'une équipe dédiée. Si jamais dans votre entreprise, vous avez une équipe Ops qui est dédiée à maintenir des images de base, etc., c'est ce qu'on retrouve souvent dans les grandes entreprises. Gérer un builder, c'est cette équipe-là qui va s'en charger, ce n'est pas nous, développeurs, qui allons prendre ce sujet-là. Il y a aussi un petit truc, le CLI pack que j'ai utilisé, en fait, il utilise Docker. Donc, il parle au démon Docker pour démarrer le builder et puis exécuter les commandes. Et donc ça peut être gênant quand on est dans une intégration continue. Néanmoins, il y a moyen d'utiliser des build packs sans avoir besoin de Docker. Il y a des outils, il y a une intégration continue là, qui s'appelle Tekton, qui tourne sur Kubernetes, qui permet d'utiliser des build packs pour construire des images. Il y a un outil qui s'appelle Kpack qui fait la même chose. Et ces choses-là, en fait, le Kpack, il est directement maintenu par la communauté autour des build packs. Tekton, c'est un truc complètement à part. Et puis après, il y a aussi des astuces pour faire de la CI directement dans une image de builder et puis d'exécuter les scripts pour sortir nos images. Et enfin, la customisation, elle n'est pas forcément évidente. Je vous ai montré en démo, là, on a construit une image pour une application Java. Je n'ai pas choisi la version de ma JVM, etc. Et donc, parfois, en fonction des choix qui ont été pris par les gens qui construisent les builders, eh ben, la customisation, on va dépendre d'eux, en fait, et on va dépendre des options qu'ils ont décidé de nous mettre à disposition. Donc voilà, ça peut être parfois un petit peu compliqué. Néanmoins, pour de la prod, un truc rapide, ça marche super bien. Merci de m'avoir écouté.
N'hésitez pas à me faire un petit feedback sur ce talk avec le QR code qui est là. Donc vous allez tomber sur la page Open Feedback qui va bien. Sinon, vous avez les liens directement sur le site de Sonitech. Et puis, vous pouvez me follow si vous voulez sur Twitter. Mon handle, c'est @codecaillot. Je tweete raisonnablement dans la journée des trucs de tout et de rien. On n'a pas de temps pour les questions, je pense. Non, on n'a pas de temps pour les questions, mais c'est la pause. C'est la pause, donc le temps que j'enlève mon setup. Et puis de toute manière, je suis là toute la journée, je suis là demain, et donc je suis dispo pour discuter. Merci à vous.